J'apportais des courses à ma sœur et je me suis figé quand j'ai entendu la voix de mon mari venant de sa salle de bain, ils avaient une liaison depuis des mois. J'ai donc engagé un détective privé et rassemblé des preuves de tout. Leurs visages lorsqu'ils ont été confrontés avec des photos et des relevés financiers. C'est le genre de moment où votre monde entier s'écroule en l'espace de 3 secondes. Quand tout ce que vous croyez à propos des personnes les plus proches de vous se révèle être un mensonge. C'est ce qui m'est arrivé un mardi après-midi, alors que je ne faisais que tenter d'être une bonne sœur. Je m'appelle Élodie et j'ai toujours été celle qui prend soin de ma famille. Celle qui prend des nouvelles de tout le monde, apporte de la soupe quand ils sont malades, se souvient des anniversaires et s'assure que personne ne se sent oublié. Ce n'est pas un fardeau. C'est juste qui je suis. Alors, quand ma sœur Clémence m'a envoyé un message disant qu'elle avait une intoxication alimentaire et qu'elle n'avait pas pu faire ses courses depuis 3 jours, je n'ai pas hésité à lui proposer mon aide. Ne t'en fais pas, ai-je répondu. Je vais te prendre tout ce dont tu as besoin et te le déposer après le travail. Clémence et moi avions toujours été proches. Elle a 3 ans de moins que moi, et même si nous avons toutes les deux la trentaine maintenant, je me sentais toujours protectrice envers elle. Elle avait vécu un divorce difficile il y a 2 ans et reconstruisait lentement sa vie. En tant que sœur aînée, je voulais la soutenir autant que possible. Mon mari, Antoine, avait levé les yeux avec bonne humeur quand je lui avais parlé de mes projets. Tu gâtes ta sœur, avait-il dit, mais il souriait quand il l'a dit. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Tu prends soin de tout le monde. Antoine et moi étions mariés depuis 5 ans, ensemble depuis 8. Il était ingénieur logiciel, stable et fiable. Avec une sorte d'humour tranquille qui m'avait conquise progressivement plutôt que tout d'un coup. Nous avions une vie confortable, un mariage solide. Et nous en étions enfin au point où nous discutions sérieusement de fonder une famille. Ce mardi-là, j'avais terminé ma journée au marketing, où je travaillais comme coordinatrice de projet. Et je me suis dirigé directement vers l'épicerie. Je connaissais les préférences de Clémence par cœur. Elle était particulière sur les marques et avait des restrictions alimentaires qui rendaient ses courses plus complexes que de simplement prendre des produits de base. J'ai passé 1 heure à sélectionner soigneusement tout, du bouillon de poulet biologique qu'elle préférait au type spécifique de crackers qu'elle aimait quand elle était malade. Le trajet jusqu'à son appartement a duré 20 minutes, et j'ai utilisé ce temps pour appeler Antoine et lui dire que je rentrerais tard. Pas de problème, avait-il dit. Je travaille tard de toute façon. Gros délai demain. Encore une fois, ai-je demandé. Antoine travaillait de plus en plus tard récemment, mais son entreprise était en pleine croissance. Et il m'avait expliqué que des responsabilités accrues s'accompagnaient d'une demande accrue de son temps. Juste encore 1 semaine ou 2, m'avait-il assuré. Ensuite, les choses devraient se calmer. J'avais accepté son explication sans poser de questions parce que je lui faisais entièrement confiance. Antoine n'était pas du genre à mentir ou à trouver des excuses. En 5 ans de mariage, il ne m'avait jamais donné de raison de douter de son honnêteté. Quand je suis arrivé dans la résidence de Clémence, j'ai pris les 3 sacs de courses lourds et je suis monté jusqu'à son appartement au 2e étage. J'avais une clé. Nous avions échangé nos clés des années auparavant pour les urgences, mais je frappais toujours avant par respect pour sa vie privée. Clémence, ai-je appelé en frappant à sa porte. C'est Élodie. J'ai tes courses. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau, plus fort cette fois, puis j'ai attendu encore 1 minute avant d'utiliser ma clé. Clémence m'avait envoyé un message 2 heures plus tôt disant qu'elle se sentait faible mais éveillée, alors j'ai supposé qu'elle était peut-être en train de se reposer ou dans la salle de bain. L'appartement était calme quand je suis entré, faiblement éclairé avec les rideaux tirés. J'ai posé les sacs de courses sur le comptoir de sa cuisine et j'ai commencé à ranger les articles dans son réfrigérateur et dans son garde-manger. En organisant tout pour qu'elle puisse trouver ce dont elle avait besoin facilement. C'est là que je l'ai entendu. De l'eau qui coulait quelque part dans l'appartement, suivie de voix étouffées. Au début, j'ai supposé que Clémence était au téléphone tout en prenant une douche. Mais en continuant à ranger les courses, les voix sont devenues plus claires et mon sang s'est glacé. L'une des voix était clairement celle de Clémence, plus douce que d'habitude, avec un ton que je lui avais entendu employer avec les hommes qu'elle fréquentait. L'autre voix était plus grave. Masculine, et d'une familiarité terrifiante. Elle ressemblait à la voix d'Antoine. Je me suis figé dans sa cuisine, une boîte de crackers toujours dans la main. Essayant de me convaincre que j'avais tort.
Ce ne pouvait pas être Antoine. Il était au travail. Il venait de me dire qu'il travaillait tard. Il devait y avoir une autre explication. Mais alors que je me rapprochais du couloir, mon cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Les voix sont devenues indéniablement claires. Tu dois être plus prudente avec ton emploi du temps, disait Clémence, sa voix venant de la direction de sa salle de bain. Élodie pense que je travaille tard ce soir, est venue la réponse. Et il n'y avait plus aucun doute. C'était définitivement la voix d'Antoine. Elle ne rentrera pas avant 8 heures. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Il parlait de moi. Antoine était là avec ma sœur, discutant de mon emploi du temps pendant que je me tenais dans sa cuisine avec des courses que j'avais achetées pour prendre soin d'elle. Mes jambes ont commencé à trembler si fort que j'ai dû me cramponner au comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. Cela ne pouvait pas arriver. Mon mari ne pouvait pas être là avec ma sœur pendant qu'elle était soi-disant malade et que j'essayais de l'aider. J'ai entendu du mouvement près de la salle de bain. Des pas, une porte qui s'ouvre. Et la panique m'a envahi. S'il venait vers la cuisine, il me verrait. J'ai rapidement pris 2 des 3 sacs de courses et je me suis glissé vers la porte d'entrée. Mes mains tremblant si violemment que j'ai failli tout lâcher. Je suis arrivé à ma voiture juste au moment où j'ai entendu la porte d'entrée de Clémence s'ouvrir. À travers mon rétroviseur. J'ai regardé Antoine sortir sur son balcon, entièrement habillé, consultant son téléphone. Il avait l'air détendu, à l'aise, comme s'il était chez lui. Pendant que je m'éloignais en voiture. Mon esprit était rempli de questions qui me rendaient malade. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois Antoine m'avait-il dit qu'il travaillait tard alors qu'il était en fête avec ma sœur? Combien de fois avais-je été inquiète pour lui, stressée au travail? Alors qu'il avait une liaison? Et Clémence? Avait-elle vraiment été malade ou était-ce juste une excuse pour que je lui apporte des courses pendant qu'elle était avec mon mari? Avait-elle menti à mon visage tout en acceptant mes soins et ma sollicitude? Je me suis arrêté 3 pâtés de maison plus loin et j'ai vomi sur le parking d'une station-service. La trahison semblait complexe et à plusieurs niveaux. Ce n'était pas seulement que mon mari me trompait. C'était que ma sœur était complice et qu'ils avaient utilisé ma propre gentillesse et mes routines prévisibles contre moi. Quand je suis rentré à la maison, je suis resté dans ma voiture pendant 10 minutes pour essayer de me recomposer avant d'entrer. La voiture d'Antoine n'était pas dans notre allée. Ce qui signifiait qu'il était probablement encore chez Clémence, prévoyant de rentrer chez lui à son heure habituelle de fin de journée de travail. Je devais décider quoi faire de cette information. Les confronter immédiatement semblait le choix évident, mais quelque chose me retenait. Peut-être que c'était la réalisation que j'avais besoin de comprendre l'étendue complète de ce à quoi je faisais face avant d'agir. Ce soir-là. Quand Antoine est rentré à 20h30 avec des excuses pour le travail qui avait pris du retard, je l'ai regardé me mentir droit dans les yeux pendant que mon cœur se brisait en petits morceaux. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé, en m'embrassant la joue avec des lèvres qui étaient probablement sur ma sœur. « Bien, ai-je réussi, bien que ma voix me semblât étrange. »« Et le travail ?»« Brutal » a-t-il dit facilement. « Mais nous faisons des progrès sur le projet. » Pendant que nous mangions un dîner tardif ensemble, Antoine semblait complètement normal. Fatigué de sa journée de travail supposée, s'enquérant de mon travail, mentionnant des projets pour le week-end. Il n'y avait aucun signe de culpabilité ou d'anxiété. Aucune indication qu'il avait passé l'après-midi avec une autre femme. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'Antoine. L'écoutant dormir paisiblement pendant que je fixais le plafond et que j'essayais de traiter l'ampleur de ce que j'avais découvert. Mon mari avait une liaison avec ma sœur. Et d'après leur conversation décontractée sur mon emploi du temps, cela durait assez longtemps pour qu'ils connaissent mes routines et planifient en conséquence. Je vivais avec un étranger qui portait le visage de mon mari et parlait avec la voix de mon mari, mais était capable de tromperies que je n'avais jamais imaginé possibles. Les jours suivants furent un brouillard de nuit blanche et de panique à peine contenue. J'ai appelé pour dire que j'étais malade mercredi. En prétendant avoir la même intoxication alimentaire que Clémence était censée avoir, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. J'avais du mal à garder la nourriture. Car la réalité de ce que j'avais découvert s'installait. Chaque interaction avec Antoine ressemblait à la navigation dans un champ de mines. Quand il m'a embrassé au revoir mercredi matin, j'ai dû me retenir de reculer. Quand il a appelé pour prendre de mes nouvelles sur ma maladie, j'ai analysé chaque mot pour y déceler des doubles sens.
Quand il est rentré ce soir-là avec de la soupe de mon restaurant préféré, je me suis demandé si ce geste était motivé par la culpabilité ou par une préoccupation sincère. Tu as l'air horrible, a-t-il dit, en me touchant le front. Tu es sûr que tu ne devrais pas consulter un médecin. C'est juste le stress, ai-je dit, ce qui était en partie vrai. Ça va aller. Mais ça n'allait pas. J'avais perdu 6 livres en 3 jours, j'avais des cernes sous les yeux que le maquillage ne pouvait pas couvrir. Et je faisais des erreurs au travail que mes collègues attribuaient à ma récente maladie. J'avais besoin d'informations avant de confronter qui que ce soit. J'avais besoin de comprendre depuis combien de temps cela durait et quelle était sa gravité. Le jeudi soir, alors qu'Antoine était censé travailler tard de nouveau, je suis passé devant la résidence de Clémence. Sa voiture était là, garée au même endroit que je l'avais vue mardi. Ils étaient ensemble de nouveau. 2 jours seulement après que je les ai presque surpris. Je me suis assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue, tremblante d'un mélange de rage et de dévastation, regardant les fenêtres de l'appartement de ma sœur. À 21h30, j'ai vu un mouvement sur son balcon. Antoine sortant pour prendre un appel téléphonique. Il gesticulait avec animation, parlant probablement à un collègue de travail d'un projet qui était censé l'occuper. La nature calculée de sa tromperie était stupéfiante. Il maintenait son histoire de couverture même en étant physiquement présent sur les lieux de sa liaison. Quand Antoine est rentré à 22h15, j'ai fait semblant de dormir. Il s'est glissé dans le lit tranquillement, pensant probablement qu'il était prévenant envers ma maladie. L'ironie était dévastatrice. Vendredi matin, j'ai pris une décision qui semblait à la fois nécessaire et terrifiante. J'ai appelé une détective privée. J'ai besoin que quelqu'un documente les activités de mon mari, ai-je dit à la femme qui a répondu au téléphone chez Agence Veritas. Je soupçonne qu'il a une liaison. Depuis quand le soupçonnez-vous, a demandé Madame Dubois, l'enquêtrice principale. Je l'ai découvert par accident il y a 3 jours, mais je pense que cela dure depuis plus longtemps. L'avez-vous confronté? Pas encore. J'ai besoin de comprendre l'ampleur complète avant de décider comment gérer cela. Approche intelligente, a dit Madame Dubois. Les confrontations émotionnelles donnent rarement la vérité complète. Pouvez-vous me dire ce que vous savez jusqu'à présent? J'ai expliqué avoir trouvé Antoine chez Clémence. La conversation que j'avais entendue, son schéma de travail tardif qui coïncidait avec leur rencontre. Le fait que ce soit votre sœur complique les choses, a dit Madame Dubois. Les affaires impliquant des membres de la famille impliquent souvent plus de planification et de tromperie que les infidélités typiques. Que entendez-vous par là? Ils ont accès à votre emploi du temps, à vos routines, à vos vulnérabilités émotionnelles. Ils peuvent coordonner leurs histoires plus facilement parce qu'ils vous connaissent tous les deux bien. Cette observation m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Antoine et Clémence n'avaient pas juste une liaison. Ils conspiraient contre moi en utilisant une connaissance intime de ma vie et de mes habitudes. À quelle vitesse pouvez-vous me fournir des informations, ai-je demandé. Je peux commencer la surveillance immédiatement, mais une documentation complète prend généralement de 2 à 3 semaines. Les liaisons impliquant des membres de la famille ont tendance à être plus prudentes pour couvrir leurs traces. Faites tout ce que vous avez à faire. Ce week-end-là, Antoine a suggéré que nous passions du temps ensemble puisque j'allais mieux. Nous pourrions monter à ce marché aux puces que tu aimes, a-t-il dit samedi matin. Faisons une journée. L'homme qui me trompait avec ma sœur voulait passer notre samedi à chiner. La dissonance cognitive était accablante. Ça semble bien, ai-je dit, pourtant. La pensée de prétendre que tout était normal pendant une journée entière me rendait malade. Pendant notre trajet, Antoine semblait détendu et affectueux, me tenant la main et faisant des blagues sur les meubles trop chers que nous voyions. Si j'avais su sa liaison, j'aurais pensé que nous passions une de nos meilleures journées en couple. Tu sembles distraite, a-t-il dit pendant que nous déjeunions dans un petit café. Tu ne te sens toujours pas bien. Juste fatigué, ai-je dit, ce qui était vrai. J'étais épuisé par l'effort de jouer la normalité alors que mon monde entier avait été bouleversé. Peut-être que nous devrions prévoir des vacances, a suggéré Antoine, quelque part de relaxant. Juste nous deux. Des vacances? Pendant qu'il avait une liaison avec ma sœur, j'ai voulu crier. Ce soir-là, le téléphone d'Antoine a vibré avec un message pendant qu'il était sous la douche. Je n'avais jamais vérifié son téléphone auparavant en 5 ans de mariage,
mais le désespoir a surpassé mon respect habituel pour la vie privée. Le message était de Clémence. J'ai hâte de te voir lundi. Il semblait stressé aujourd'hui. Peut-être que tu devrais te retirer pendant quelques jours. Ma sœur surveillait mon état émotionnel et conseillait à mon mari comment gérer sa liaison en fonction de mes sentiments. Il ne me trahissait pas seulement. Il m'étudiait. Analysait mes réactions, ajustait leur stratégie en fonction de mon comportement. J'ai rapidement pris une capture d'écran et supprimé le fil de discussion. Mais pas avant d'avoir vu qu'il y avait des dizaines de messages précédents entre eux. Quand Antoine est sorti de la douche, j'étais assise sur notre lit, fixant mes mains. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. « Bien, ai-je dit, en pensant juste au travail. »« Ne pense pas au travail le week-end, » a-t-il dit, en s'asseyant à côté de moi et en me massant les épaules. « Tu as été trop stressé ces derniers temps. » La douceur de sa voix me donnait envie de vomir. Antoine me réconfortait pour le stress qu'il causait. Tout en prévoyant de continuer la liaison qui me détruisait. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à faire des notes mentales de tout ce qui était suspect que j'avais négligé ces derniers mois. Le nouveau parfum d'Antoine, ses habitudes de toilettage soudainement améliorées, la façon dont il avait commencé à emporter son téléphone dans la salle de bain. Sa diminution d'intérêt pour l'intimité physique avec moi. Tous les signes classiques étaient là, mais je lui faisais trop entièrement confiance pour les voir. Dimanche. J'ai appelé Madame Chin pour lui donner une mise à jour. J'ai trouvé des messages textes entre eux, ai-je dit. Ils se coordonnent autour de mon emploi du temps et discutent de la façon de gérer mon état émotionnel. Cela suggère un niveau de planification sophistiqué, a dit Madame Dubois. Ce n'est pas une liaison spontanée. C'est une relation calculée. Depuis combien de temps pensez-vous que cela dure? D'après leur niveau de coordination et leur aisance à tromper. J'estime au moins 2 à 3 mois, potentiellement plus. Cette chronologie m'a fait réaliser que chaque fête, chaque réunion de famille et chaque moment intime avec Antoine ces derniers mois avaient été ternis par sa relation avec ma sœur. J'avais vécu dans un mensonge élaboré, et tout le monde impliqué, sauf moi, connaissait la vérité. La semaine suivante, alors que l'enquête de Madame Dubois se poursuivait, je suis devenu une détective dans ma propre vie. La femme qui avait toujours fait entièrement confiance analysait désormais chaque mot, chaque geste et chaque incohérence avec la concentration de quelqu'un dont la survie dépendait de la découverte de la vérité. J'ai commencé à faire attention aux habitudes d'Antoine d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Il prétendait travailler tard 3 soirs par semaine. Mais lorsque j'ai appelé son bureau après les heures de bureau mardi soir, le gardien de sécurité m'a dit que le bâtiment était vide depuis 18 heures. Les soirées de travail tardives d'Antoine étaient en fait des soirées avec ma sœur. J'ai également remarqué qu'Antoine était devenu plus secret concernant son téléphone et son ordinateur. Il avait commencé à emporter son ordinateur portable au lit, prétextant qu'il avait besoin de revoir du code avant de dormir. Notre ordinateur partagé, qu'il utilisait librement depuis des années, semblait maintenant toujours se mettre à jour ou effectuer des analyses quand j'en avais besoin. Mais c'est le comportement de Clémence qui a vraiment confirmé mes pires craintes. Quand je l'ai appelé mercredi pour prendre de ses nouvelles, sa voix était vive et énergique, pas celle d'une personne en convalescence. Beaucoup mieux, a-t-elle dit. En fait, je me sens très bien ces derniers jours. C'est merveilleux. Tu avais l'air tellement malade quand je t'ai apporté des courses. Il y a eu une pause qui a duré un peu trop longtemps. Oui. C'était dur. Peut-être pourrions-nous déjeuner ce week-end. J'ai l'impression que nous ne nous sommes pas parlé depuis une éternité. Oh, je ne peux pas ce week-end, a dit Clémence rapidement. J'ai des projets. Des projets? Probablement avec mon petit ami. Quel genre de projet, ai-je demandé, en l'attestant. Juste des choses que je dois rattraper. Tu sais comment c'est. Mais je pouvais entendre quelque chose dans sa voix. De la culpabilité, peut-être, ou de l'anxiété. Pour la première fois depuis la découverte de leur liaison. Clémence semblait être quelqu'un qui cachait quelque chose plutôt que quelqu'un qui était réellement occupé. Le jeudi soir, j'ai décidé de mener ma propre surveillance. J'ai dit à Antoine que je dînais avec une amie de l'université, puis je me suis garé en face de la résidence de Clémence à 18h. La voiture d'Antoine est arrivée à 18h45. Je l'ai regardé monter à son bâtiment avec la confiance décontractée de quelqu'un qui lui appartenait,
en utilisant ce qui ressemblait à sa propre clé pour entrer dans le bâtiment. Il avait une clé de l'appartement de ma sœur. Ce n'était pas une liaison occasionnelle ou une série de rencontres spontanées. Antoine s'était intégré dans la vie quotidienne de Clémence au point qu'elle lui avait donné accès à son domicile. Je suis resté assise dans ma voiture jusqu'à 22h30. Documentant les heures d'arrivée et de départ, prenant des photos lorsque possible. Quand Antoine est finalement parti, ils se sont tenus sur le balcon de Clémence pendant plusieurs minutes. Parlant et s'embrassant comme un couple se disant bonne nuit après une soirée romantique. L'intimité décontractée entre eux était dévastatrice à observer. Ce n'était pas juste une infidélité physique. C'était un remplacement émotionnel. Antoine vivait la vie du petit ami de Clémence tout en maintenant la façade d'être mon mari dévoué. Quand Antoine est rentré à 23h. J'étais au lit à faire semblant de lire. Comment était le dîner avec Laura, a-t-il demandé, en se changeant en pyjama. Bien. Et le travail? Longue journée, a-t-il dit. En se glissant dans le lit à côté de moi. Mais productive. Le mensonge venait si facilement que je me demandais si Antoine distinguait encore la vérité de la fiction. Il avait créé une réalité alternative où sa liaison était sa vraie vie et notre mariage était la performance. Vendredi matin, Madame Dubois a appelé avec les conclusions de sa première semaine. J'ai une documentation complète de leur relation, a-t-elle dit, votre mari visite l'appartement de votre sœur 4 à 5 fois par semaine, restant généralement 2 à 4 heures. Ils ont également été vus ensemble dans des restaurants, au cinéma et ce qui semble être une séance de thérapie de couple. Thérapie de couple. Jeudi après-midi. Ils ont passé 1 heure au cabinet du docteur Dubois, rue de la Paix. C'est un cabinet spécialisé en thérapie relationnelle. Antoine et Clémence suivaient une thérapie de couple alors qu'Antoine était marié à moi. Ils n'avaient pas juste une liaison. Ils travaillaient sur leur relation avec une aide professionnelle. Il y a autre chose, a poursuivi Madame Dubois. J'ai suivi les activités financières de votre mari. Il a effectué des paiements réguliers à des restaurants, des hôtels et ce qui semble être des cadeaux. Le schéma de dépenses suggère que cette relation a au moins 3 mois, potentiellement plus. Combien d'argent? Environ 3 000 € sur les 2 derniers mois. Antoine dépensait une somme considérable pour sa relation avec ma sœur alors que je gérais notre budget ménager et que je m'inquiétais de nos objectifs financiers. Voulez-vous que je continue la surveillance? A demandé Madame Dubois. Oui. J'ai besoin de comprendre tout avant de les confronter. Ce week-end-là. Antoine a annoncé qu'il devait travailler samedi après-midi. Grosse présentation client lundi, a-t-il dit. Je devrais probablement passer quelques heures au bureau. J'ai hoché la tête avec sympathie, sachant qu'il passerait probablement l'après-midi avec Clémence, mais cette fois, j'étais préparé. Après le départ d'Antoine. Je suis allé dans un café avec une vue dégagée sur la résidence de Clémence et je me suis installé pour attendre. Bien sûr, la voiture d'Antoine est arrivée à 13h30. Mais ce que j'ai vu ensuite a tout changé ce que je pensais savoir de leur relation. Clémence et Antoine ont quitté son appartement ensemble à 15h. Conduisant dans sa voiture jusqu'à un magasin de bricolage. J'ai suivi à distance et je les ai regardés faire des achats ensemble pour ce qui semblait être des fournitures de peinture et des articles de décoration intérieure. Ils faisaient des achats pour leur vie domestique commune, prenant des décisions sur les palettes de couleurs et les meubles, comme un couple installant une maison ensemble. Quand ils sont retournés à l'appartement de Clémence, portant des sacs de fournitures, j'ai réalisé qu'Antoine n'avait pas juste une liaison avec ma sœur. Il construisait une vie avec elle. Ce soir-là, Antoine est rentré avec de la peinture sous les ongles qu'il s'est rapidement lavé dans l'évier de notre salle de bain. Comment était le travail, ai-je demandé. Bon progrès sur la présentation, a-t-il dit. Elle devrait être prête pour lundi. Pendant qu'Antoine parlait de sa journée de travail fictive. J'ai étudié son visage à la recherche de signes de culpabilité ou d'anxiété, mais il semblait complètement à l'aise avec sa tromperie, comme si lui mentir était devenu aussi naturel que respirer. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le lit à côté de mon mari et j'ai réalisé que je vivais avec quelqu'un qui avait essentiellement quitté notre mariage émotionnellement et pratiquement. Tout en maintenant la fiction de notre relation pour des raisons que je ne comprenais pas encore. Mais j'allais le découvrir et je m'assurerais que lorsque je les confronterais, j'aurais suffisamment de preuves pour exiger une honnêteté totale sur tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient planifié. Au début de la 3e semaine.
J'avais suffisamment de preuves pour confronter Antoine et Clémence. Mais j'ai décidé d'une approche différente. Au lieu de réagir émotionnellement à leur trahison, j'allais répondre stratégiquement pour protéger mon propre avenir. Les nuits blanches et l'anxiété constante avaient eu un impact physique. J'avais perdu 12 livres. J'avais des maux de tête persistants, et je faisais des erreurs au travail que mon superviseur attribuait à ma récente maladie. Mais la clarté émotionnelle qui accompagnait une information complète valait le coup physique. J'ai appelé mon patron lundi matin et j'ai demandé une réunion concernant l'élargissement de mon rôle dans l'entreprise. Je suis intéressé à prendre plus de responsabilités, lui ai-je dit. Peut-être le poste de coordinatrice senior qui se libère. C'est excellent à entendre, Élodie. Vous avez fait un excellent travail et nous espérions que vous exprimeriez votre intérêt pour une promotion. Si Antoine prévoyait de me quitter pour Clémence. J'avais besoin de garantir mon indépendance financière. Le poste senior s'accompagnait d'une augmentation de salaire de 40% et me rendrait moins vulnérable économiquement en cas de divorce. J'ai également pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce et un conseiller financier. En disant à Antoine que j'étudiais la planification successorale après une alerte concernant la santé de ma grand-mère. C'est intelligent, a-t-il dit. Apparemment indifférent au fait que je rencontrais des avocats. Nous aurions dû le faire il y a des années. La réponse décontractée d'Antoine à ma consultation juridique suggérait qu'il était soit remarquablement confiant dans sa capacité à cacher sa liaison, soit qu'il prévoyait de mettre fin à notre mariage lui-même dans un avenir proche. Mardi soir, alors qu'Antoine était censé travailler tard, j'ai parcouru nos registres financiers systématiquement. Ce que j'ai trouvé était troublant mais pas surprenant. Antoine avait progressivement transféré de l'argent de nos comptes joints vers un compte séparé dont je n'avais jamais vu les relevés. Les montants étaient suffisamment petits pour ne pas attirer l'attention immédiate, quelques centaines ici et là. Toujours avec des explications plausibles sur les dépenses professionnelles ou les achats personnels. Mais sur 3 mois, il avait retiré près de 6 000 € de nos économies communes. Antoine ne se contentait pas d'avoir une liaison. Il s'y préparait financièrement. J'ai photographié chaque transaction suspecte et j'ai créé une chronologie détaillée de ses habitudes de dépenses. Si cela se terminait par un divorce, je voulais avoir une documentation de sa tromperie financière. Mercredi matin, j'ai reçu des nouvelles dévastatrices de Madame Dubois. J'ai besoin de vous montrer quelque chose, a-t-elle dit, demandant une réunion immédiate. Il s'agit des projets d'avenir de votre sœur et de votre mari. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville où Madame Dubois a étalé des photos sur notre table comme des preuves sur une scène de crime. Ils ont visité des appartements. A-t-elle dit sans préambule. Hier après-midi, ils ont visité 3 propriétés locatives différentes dans le centre-ville. La photo montrait Antoine et Clémence se tenant la main en parcourant des appartements haut de gamme, discutant des plans d'étage et des conditions de location avec des agents immobiliers. Sur une photo, Clémence pointait avec enthousiasme vers une cuisine tandis qu'Antoine hochait la tête avec approbation. Ils n'ont pas juste une liaison, a poursuivi Madame Dubois. Ils prévoient de vivre ensemble. Quand ? D'après les demandes de location que j'ai observées, ils visent une date d'emménagement pour le mois prochain. Le mois prochain ? Antoine prévoyait de me quitter dans 4 semaines. Et je devais être inconsciente jusqu'à ce qu'il livre le discours soigneusement préparé qu'il avait peut-être préparé sur le fait que notre mariage ne fonctionnait pas, il y a autre chose. A dit Madame Dubois, en produisant d'autres photos. Ils ont fait du shopping pour des bagues de fiançailles. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. La photo montrait Antoine et Clémence dans un magasin de bijoux, examinant des bagues en diamant avec l'attention concentrée d'un couple prenant l'une des plus grandes décisions de la vie. Quand était-ce ? Hier soir après la visite d'appartement. Ils ont passé plus d'1 heure chez Henri Dubois joaillier à regarder des bagues de fiançailles et des alliances. Antoine prévoyait de demander ma sœur en mariage tout en étant encore marié à moi. Ils n'avaient pas juste une liaison. Ils planifiaient leur futur mariage alors que j'étais complètement inconsciente que mon mariage actuel était terminé. Voulez-vous que je continue la surveillance ? A demandé Madame Dubois. Non, ai-je dit, en rassemblant les photos. J'ai suffisamment d'informations. Ce week-end-là, Antoine a annoncé qu'il devait travailler samedi après-midi. Grosse présentation client lundi. A-t-il dit. Je devrais probablement passer quelques heures au bureau. J'ai hoché la tête avec sympathie, sachant qu'il passerait probablement l'après-midi avec Clémence, mais cette fois. J'étais préparé. Après le départ d'Antoine,
je suis allé dans un café avec une vue dégagée sur la résidence de Clémence et je me suis installé pour attendre. Bien sûr. La voiture d'Antoine est arrivée à 13h30. Mais ce que j'ai vu ensuite a tout changé ce que je pensais savoir de leur relation. Clémence et Antoine ont quitté son appartement ensemble à 15h. Conduisant dans sa voiture jusqu'à un magasin de bricolage. J'ai suivi à distance et je les ai regardés faire des achats ensemble pour ce qui semblait être des fournitures de peinture et des articles de décoration intérieure. Ils faisaient des achats pour leur vie domestique commune, prenant des décisions sur les palettes de couleurs et les meubles, comme un couple installant une maison ensemble. Quand ils sont retournés à l'appartement de Clémence, portant des sacs de fournitures, j'ai réalisé qu'Antoine n'avait pas juste une liaison avec ma sœur. Il construisait une vie avec elle. Ce soir-là, Antoine est rentré avec de la peinture sous les ongles qu'il s'est rapidement lavé dans l'évier de notre salle de bain. Comment était le travail, ai-je demandé. Bon progrès sur la présentation, a-t-il dit. Elle devrait être prête pour lundi. Pendant qu'Antoine parlait de sa journée de travail fictive. J'ai étudié son visage à la recherche de signes de culpabilité ou d'anxiété, mais il semblait complètement à l'aise avec sa tromperie, comme si lui mentir était devenu aussi naturel que respirer. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans le lit à côté de mon mari et j'ai réalisé que je vivais avec quelqu'un qui avait essentiellement quitté notre mariage émotionnellement et pratiquement. Tout en maintenant la fiction de notre relation pour des raisons que je ne comprenais pas encore. Mais j'allais le découvrir et je m'assurerais que lorsque je les confronterais, j'aurais suffisamment de preuves pour exiger une honnêteté totale sur tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient planifié. Jeudi matin, j'ai mis mon plan à exécution. Pendant qu'Antoine était au travail, je suis allé à la banque et j'ai ouvert un compte courant personnel, transférant exactement la moitié de nos économies communes restantes. Si Antoine voulait voler notre argent pour financer sa nouvelle vie avec Clémence, il devrait se contenter de ce qui restait après que j'ai protégé ma part. J'ai également été au tribunal et j'ai déposé une demande de séparation légale, chose que je pouvais faire à l'insu ou sans le consentement d'Antoine. Cela ne l'empêcherait pas de me quitter. Mais cela me protégerait financièrement s'il essayait de prendre plus que sa juste part de nos actifs. L'avocat en divorce que j'avais consulté avait été clair sur mes options. Avec des preuves d'adultère et de tromperie financière, vous avez une forte position pour la pension alimentaire, m'a-t-elle dit. Surtout s'il a systématiquement déplacé des actifs matrimoniaux à votre insu. Que dois-je faire concernant la partenaire d'adultère qui est ma sœur? Documenter tout. Les affaires familiales impliquent souvent une manipulation plus complexe et une planification à plus long terme que les cas d'infidélité typiques. Plus vous avez de preuves de leur coordination, plus votre dossier sera solide. J'ai passé l'après-midi du jeudi à créer un dossier complet de tout ce que j'avais découvert, les photos de Madame Dubois, les registres financiers, la chronologie des comportements suspects, les captures d'écran des messages textes. Si Antoine voulait me faire passer pour une épouse instable incapable d'accepter la fin naturelle de notre mariage, je serais prête avec la documentation de sa tromperie systématique. Mais la partie la plus difficile était encore à venir. Confronter Clémence. Vendredi soir. J'ai envoyé un message à ma sœur lui demandant si nous pouvions prendre un café samedi matin. Juste nous deux, ai-je écrit. J'ai l'impression que nous ne nous sommes pas vraiment parlé depuis une éternité. Sa réponse est venue rapidement. J'adorerais ça. Que dirais-tu de 10h à au petit café? L'enthousiasme dans son message était déchirant. Clémence était ravie de passer du temps avec la sœur qu'elle trahissait, probablement confiante que j'ignorais complètement sa liaison avec mon mari. Samedi matin, je suis arrivé au café tôt et j'ai choisi une table d'angle où nous pouvions parler en privé. Quand Clémence est entrée à 10h pile, j'ai été frappé par son apparence différente. Plus confiante, plus rayonnante, avec l'éclat de quelqu'un qui avait trouvé un nouvel amour. Tu es magnifique, ai-je dit, ce qui était vrai. Clémence rayonnait pratiquement de bonheur. Merci. Je me sens vraiment bien ces derniers temps. Y a-t-il une raison particulière? Juste des changements de vie, de nouvelles possibilités qui s'ouvrent, de nouvelles possibilités. Comme un avenir avec mon petit ami. C'est merveilleux, ai-je dit. Tu mérites d'être heureuse. Merci. Tu es vraiment la meilleure sœur qu'on puisse demander. Les mots ressemblaient à des couteaux. Clémence était assise en face de moi. Rayonnant de bonheur à propos de sa liaison avec mon mari tout en me disant que j'étais la meilleure sœur qu'on puisse demander. Clémence, ai-je dit prudemment.
Je dois te demander quelque chose et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Son sourire a vacillé légèrement. D'accord. Es-tu en couple? La question flottait dans l'air entre nous. J'ai regardé attentivement le visage de Clémence, à la recherche de signes de culpabilité ou de panique. Pourquoi demanderais-tu cela? A-t-elle dit. Mais sa voix était devenue plus prudente. Parce que tu sembles différente, plus heureuse, plus secrète. Je ne suis pas secrète, a dit Clémence rapidement. Je ne veux juste pas gâcher quoi que ce soit en parlant trop tôt. Donc, tu es en couple. Clémence semblait tiraillée entre l'envie de partager son bonheur et le besoin de protéger son secret. C'est compliqué, a-t-elle dit finalement. Compliqué comment? Élodie. Je ne pense pas, ai-je dit fermement. Je suis ta sœur. Tu peux me dire n'importe quoi. L'ironie de ces mots était dévastatrice. J'encourageais ma sœur à avouer la liaison qu'elle avait avec mon mari. Il y a quelqu'un, a-t-elle admis, mais la situation est délicate. Délicate comment? Il n'est pas encore complètement disponible. Pas complètement disponible. Comme si mon mari marié était en train de devenir disponible plutôt qu'indisponible définitivement. Qu'est-ce que cela signifie? Clémence luttait visiblement pour savoir combien révéler. Il termine une autre relation, mais c'est compliqué. Nous attendons qu'il puisse gérer les choses correctement. Gérer les choses correctement. Comme si le plan d'Antoine de me quitter était un processus mature et attentionné plutôt qu'une tromperie élaborée. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ai-je demandé. Quelques mois. Mais Élodie, j'ai besoin que tu gardes cela confidentiel pour l'instant jusqu'à ce que tout soit réglé. Bien sûr, ai-je dit, bien que la promesse ressemblât à avaler du verre. Je veux juste que tu sois prudente. Les situations comme celle-ci peuvent être désordonnées. Je sais, mais cela semble différent. Réel, comme quelque chose qui vaut la peine d'attendre. Quelque chose qui vaut la peine d'attendre. Mon mariage était un obstacle à surmonter, pas un engagement sacré à respecter. Est-ce qu'il te rend heureuse? Ai-je demandé. Incroyablement heureuse, a dit Clémence, son visage s'illuminant à nouveau. Il est attentionné et drôle, et il m'écoute vraiment. Nous parlons pendant des heures de tout, de nos rêves. De nos peurs, de ce que nous voulons pour l'avenir. Elle décrivait des conversations intimes avec mon mari alors que j'étais assise en face d'elle, faisant semblant de soutenir leur relation. Ça a l'air merveilleux, ai-je réussi. Ça l'est. Et Élodie, quand tout sera réglé et que je pourrai te le présenter, je pense que tu l'aimeras vraiment. Il est exactement le genre d'homme que tu voudrais pour moi. L'ironie cruelle était qu'elle avait raison. Antoine était exactement le genre d'homme que je voudrais pour ma sœur parce que c'était l'homme que j'avais choisi pour moi-même. Je suis sûr que oui, ai-je dit. Alors que nous finissions notre café, Clémence bavardait de son travail, de ses projets de redécoration de son appartement, de son enthousiasme pour l'avenir. Chaque sujet semblait chargé de sous-entendus sur sa vie avec Antoine. Quand nous nous sommes serrés dans les bras pour nous dire au revoir, je l'ai tenu un moment plus long que d'habitude. Sachant que ce pourrait être la dernière fois que nous nous embrassions en tant que sœurs qui se faisaient confiance. Je t'aime, Élodie, a-t-elle dit. Merci d'être si compréhensive avec tout. Compréhensive avec ta trahison systématique de notre lien familial au profit d'un bonheur volé avec mon mari. Je t'aime aussi, ai-je dit, et je le pensais. Ce qui rendait tout ce qui allait arriver encore plus déchirant. Cet après-midi-là, j'ai appelé Madame Dubois pour mes dernières instructions. J'ai besoin que vous documentiez leur recherche d'appartements et le rachat de bagues, ai-je dit. Je vais les confronter lundi soir, et je veux qu'ils comprennent que je sais tout. Êtes-vous sûre d'être prête pour cette conversation? Je suis prête à arrêter de vivre dans leurs mensonges. Ai-je dit. Quoi qu'il arrive ensuite. Au moins ce sera basé sur la vérité plutôt que sur la tromperie. Dimanche soir, alors qu'Antoine et moi dînions ensemble et discutions de nos projets pour la semaine. J'ai réalisé que ce serait notre dernier repas en tant que couple marié vivant dans une ignorance partagée. Demain, j'allais tout changer. Lundi soir. Antoine est rentré avec des plats chinois et un sourire apologétique. La même routine qu'il utilisait depuis des semaines pour apaiser sa culpabilité tout en maintenant sa liaison. Je pensais que nous pourrions avoir un bon dîner, a-t-il dit. Je sais que j'ai été distrait ces derniers temps avec le travail. Distrait.
Pas avoir une liaison de plusieurs mois avec ma sœur tout en prévoyant de me quitter pour elle. C'est gentil, ai-je dit, en acceptant la nourriture tout en étudiant son visage. Antoine avait l'air détendu et confiant, comme quelqu'un qui croyait que ses secrets étaient complètement en sécurité. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé. En s'installant en face de moi à notre table de salle à manger. « Intéressante, ai-je dit. J'ai eu quelques réunions sur l'avenir. Oh, sur la promotion, entre autres choses. » Pendant que nous mangions, j'ai regardé Antoine exécuter son rôle de mari dévoué mais stressé. Il s'est renseigné sur mon travail, a mentionné des projets de week-end. C'est plein de ces fausses échéances de projets. Chaque mot était soigneusement calibré pour maintenir le mensonge qu'il vivait depuis des mois. Antoine, ai-je dit finalement. En posant ma fourchette. Nous devons parler. Quelque chose dans mon ton l'a fait lever les yeux brusquement. De quoi? De ta relation avec Clémence. L'effet fut immédiat et spectaculaire. Le visage d'Antoine devint complètement blanc et sa fourchette tomba sur son assiette. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-il demandé, mais sa voix avait changé, devenant prudente et défensive. « Je veux dire, la liaison que tu as avec ma sœur depuis 3 mois. » Antoine m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. « Élodie, je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais je sais tout. » ai-je dit calmement, en me penchant pour prendre le dossier que j'avais préparé. J'ai engagé une détective privée. J'ai étalé les photographies sur notre table de salle à manger comme des preuves sur une scène de crime. La recherche d'appartements d'Antoine et Clémence. Antoine et Clémence faisant du shopping pour des bagues de fiançailles. Antoine et Clémence s'embrassant sur son balcon. Les registres financiers montrant ses dépenses secrètes et ses transferts d'argent. Antoine m'a regardé fixement les photos dans un silence abasourdi. Sa bouche s'ouvrant et se fermant sans produire de mots. 3 mois de documentation, ai-je poursuivi. Photographie, registre financier, message texte, chronologie de vos activités. Je connais les séances de thérapie de couple. Je connais le bail d'appartement que vous prévoyez de signer. Je connais la bague de fiançailles que vous prévoyez d'acheter. Élodie. Je peux expliquer. Non, ai-je dit fermement. Tu as assez expliqué. Maintenant, c'est à toi d'écouter. Antoine ressemblait à un homme qui regardait son monde soigneusement construit s'effondrer en temps réel. Je sais que tu avais prévu de me quitter le mois prochain, ai-je poursuivi. Je sais que tu as déplacé notre argent sur un compte séparé pour financer ta nouvelle vie avec Clémence. Je sais que vous avez visité des appartements ensemble et que vous avez planifié votre futur mariage tout en prétendant être un mari dévoué. Comment as-tu? Est-ce que ça a de l'importance comment j'ai découvert? Ce qui est important, c'est que je sais tout, et maintenant tu vas me dire la vérité sur tout cela. Antoine s'est passé les mains dans les cheveux dans un geste que j'avais autrefois trouvé adorable mais que je reconnaissais maintenant comme sa réaction lorsqu'il était coincé. Élodie. Je n'ai jamais eu l'intention que cela se passe ainsi. Comment avais-tu l'intention que cela se passe, Antoine? Avais-tu prévu de me parler de Clémence? Ou allais-tu simplement partir et me laisser le découvrir par moi-même? Antoine est resté silencieux un long moment. J'allais te dire que notre mariage ne fonctionnait plus et que j'avais besoin d'espace. Espace. Pas de franchise sur la raison pour laquelle tu avais besoin d'espace. J'essayais de te protéger. Tu essayais de te protéger, ai-je corrigé. Il y a une différence. J'ai sorti un autre document, l'accord de séparation que j'avais fait préparer par mon avocat. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Tu vas signer cet accord, qui protège mes intérêts financiers et t'empêche de prendre plus d'argent de nos comptes joints. Tu vas déménager avant la fin de cette semaine et tu resteras loin de moi pendant que je décide si je dépose le bilan ou si je te laisse simplement disparaître dans ta nouvelle vie avec ma sœur. Antoine a ramassé l'accord avec des mains tremblantes. Élodie, pouvons-nous en parler? Pouvons-nous essayer de travailler? Il n'y a rien à travailler. Ai-je dit. Tu as fait tes choix. Tu as choisi Clémence plutôt que moi. La tromperie plutôt que l'honnêteté. Le vol plutôt que l'intégrité. Maintenant, je fais mes choix. Et Clémence? A-t-il demandé doucement. Qu'en est-il d'elle? Vas-tu? Comment vas-tu gérer ça? J'ai étudié le visage d'Antoine. Cet homme qui avait partagé mon lit pendant 5 ans tout en planifiant un avenir avec ma sœur. Clémence et moi aurons notre propre conversation,
ai-je dit. Mais cela, c'est entre elle et moi. Élodie, je veux que tu saches que je t'aimais. Je t'aime. Arrête, ai-je dit. N'aie pas l'audace de prétendre que c'est une question d'amour. Si tu m'aimais, tu ne m'aurais pas menti pendant des mois. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas volé notre argent pour financer ta liaison. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait de projet pour épouser ma sœur tout en étant encore marié à moi. Antoine a signé l'accord de séparation d'une main visiblement tremblante. Où iras-tu? Ai-je demandé. Je resterai dans un hôtel jusqu'à ce que d'autres arrangements puissent être pris. D'autres arrangements comme emménager avec Clémence. Selon leur calendrier soigneusement planifié. Bien. Je veux que tu partes d'ici vendredi. Alors qu'Antoine rassemblait des vêtements et des articles de toilette. J'ai ressenti un calme inattendu. Pour la première fois depuis des semaines, je ne vivais pas dans l'incertitude ni ne jouais l'ignorante. La vérité était enfin révélée au grand jour. Élodie, a dit Antoine en partant, j'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai regardé cet homme que j'avais aimé pendant 8 ans et qui m'avait systématiquement trompé tout en acceptant ma confiance et mes soins. Antoine. Le pardon ne concerne pas ce que tu mérites, ai-je dit. Il s'agit de ce dont j'ai besoin pour avancer. Pour l'instant. J'ai besoin que tu partes pour que je puisse comprendre qui je suis sans les mensonges. Après le départ d'Antoine. Je me suis assise dans notre maison soudainement silencieuse et j'ai réalisé que la partie la plus difficile était encore à venir. Demain, j'allais avoir une conversation très différente avec ma sœur. Le soir suivant, je suis allé à l'appartement de Clémence pour ce que je savais être la dernière fois. Elle m'avait envoyé un SMS plus tôt pour me demander si nous pouvions reporter notre dîner habituel du jeudi car elle avait des projets. Ce que je comprenais maintenant comme signifiant qu'elle attendait Antoine. Au lieu de répondre à son message, je me suis simplement présenté à sa porte à 19h. Élodie, a-t-elle dit quand elle a ouvert, son visage montrant la surprise et ce qui ressemblait à de la panique. Je pensais que j'avais mentionné que je ne pouvais pas dîner ce soir. Nous devons parler, ai-je dit, en entrant chez elle dans le salon que j'avais aidé à décorer après son divorce. Bien sûr, mais ce n'est vraiment pas le bon moment. Ce ne sera jamais le bon moment pour cette conversation, Clémence. J'ai sorti des copies des mêmes preuves que j'avais montrées à Antoine et je les ai posées sur sa table basse. Je suis au courant de ta liaison avec Antoine, ai-je dit simplement. La transformation du visage de Clémence fut immédiate et complète. La couleur s'est retirée de ses joues et elle s'est effondrée sur son canapé comme si ses jambes l'avaient abandonnée. Élodie, je peux expliquer. Peux-tu? Peux-tu expliquer comment tu as décidé que mon mari valait la peine de détruire notre famille? Peux-tu expliquer comment tu as accepté mes soins et ma sollicitude tout en couchant avec l'homme que j'aime? Clémence a commencé à pleurer, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Plus maintenant. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, a-t-elle sangloté. Cela s'est développé avec le temps. Et quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais déjà amoureuse de lui. Tu avais le choix. Ai-je dit. Chaque message texte, chaque rencontre, chaque mensonge que tu m'as dit sur le fait d'être malade pour que je t'apporte des courses pendant que tu étais avec mon mari, ce sont des choix. Je sais que c'était mal, mais Élodie, je ne me suis jamais senti ainsi pour personne auparavant. Ce que Antoine et moi avons est réel. Ce que vous avez est construit sur la trahison et la tromperie. Tu crois que c'est une base pour un bonheur durable? Nous n'avions pas prévu que cela se passe ainsi. Tu as tout planifié, ai-je dit, en sortant les photos de Madame Dubois de leur recherche d'appartement et de leur achat de bagues. Thérapie de couple, recherche d'appartement. Achat de bagues de fiançailles. Tu as planifié tout ton avenir ensemble tout en me mentant au visage. Clémence a regardé les photos comme si elles étaient des preuves d'un crime. Ce qu'elles étaient en fait. Tu as engagé une détective privée, a-t-elle murmuré. Oui, parce que j'avais besoin de comprendre l'ampleur complète de ce que toi et Antoine faisiez dans mon dos. Élodie, s'il te plaît, pouvons-nous régler cela? Tu es ma sœur. Non, ai-je dit fermement. J'étais ta sœur. La femme qui t'apportait de la soupe quand tu étais malade. Qui t'a aidé après ton divorce, qui s'inquiétait de ton bonheur et de ton avenir. Tu as tout jeté quand tu as décidé qu'Antoine était plus important que notre famille. Mais je l'aime et je vous aimais tous les deux. Mais l'amour n'est pas censé détruire les gens autour de soi.
Le véritable amour ne nécessite pas de mensonges, de trahison et de vol. Vol. Antoine a volé de l'argent de nos comptes conjoints pour financer votre relation. Pensais-tu que tes dîners romantiques et tes acomptes sur appartement étaient payés par magie? Le visage de Clémence montrait une véritable stupeur. Je ne savais rien de l'argent parce que tu ne voulais pas savoir. Tu voulais le romantisme et l'excitation sans penser au coût pour les autres. Je me suis levé en ramassant les photos et les documents. Antoine a déménagé hier, ai-je dit. Si tu veux un avenir avec lui, tu peux l'avoir. Mais tu ne peux pas l'avoir, et moi aussi. Tu vas vraiment me couper de ta vie. Tu t'es coupé de ma vie au moment où tu as décidé que mon mari était plus important que ta sœur. Et notre famille? Et maman et papa? Je leur dirai la vérité. Ils méritent de savoir pourquoi leur fille ne se parle plus. Clémence a pleuré plus fort. Mais j'ai trouvé que ma capacité à la réconforter avait été complètement épuisée par des mois de tromperie. Élodie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne pouvons-nous pas trouver un moyen de... Il n'y a pas de moyen, Clémence. Certaines trahisons sont trop complètes pour s'en remettre. Alors que je me dirigeais vers sa porte, Clémence m'a appelé. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout. Je me suis arrêté sans me retourner. Je crois que tu es désolé, ai-je dit. Mais le pardon ne répare pas les dégâts. Et cela ne change pas le fait que quand tu as dû choisir entre ton bonheur et le mien, tu as choisi le tien sans hésitation. Ce fut la dernière conversation que j'eus avec ma sœur. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouvel appartement, un espace lumineux et aéré au centre-ville que j'avais choisi et décoré entièrement selon mes propres préférences. J'avais obtenu la promotion au travail, qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle et de la reconnaissance professionnelle que j'avais toujours désirée. Antoine et Clémence avaient emménagé ensemble, comme ils l'avaient prévu. Selon des amis communs, ils semblaient heureux, bien que les répercussions sociales de leur liaison aient été importantes. Mes parents avaient été dévastés par la trahison de Clémence et l'avaient pratiquement coupée. La plupart de notre groupe d'amis communs avaient choisi leur camp, et ce n'était pas le leur. J'avais demandé le divorce 3 mois après le départ d'Antoine. Le processus avait été étonnamment fluide. Antoine avait accepté toutes mes conditions sans contestation. Probablement par culpabilité ou par désir de commencer sa nouvelle vie sans complications. J'avais commencé une thérapie pour traiter le traumatisme complexe d'avoir été trahi par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Le docteur Leclerc m'avait aidé à comprendre que ma réaction à leur tromperie n'avait pas été une réaction excessive. C'était une limite saine. Certaines personnes pensent que le pardon signifie accepter un comportement nuisible continu, m'a-t-elle dit. Mais le véritable pardon nécessite souvent de se retirer des situations où l'on peut être continuellement blessé. J'avais également découvert quelque chose de surprenant. J'aimais vivre seul. J'aimais prendre des décisions sans consulter personne d'autre. J'aimais rentrer dans des espaces qui reflétaient uniquement mes goûts et mes préférences. J'aimais la confiance tranquille qui venait d'avoir survécu à la pire trahison que j'ai jamais imaginée et d'en être ressortie plus forte. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Élodie, c'est Antoine. Je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, mais je voulais te faire savoir que je suis sincèrement désolé. Pas seulement désolé que les choses se soient mal terminées. Mais désolé pour chaque mensonge, chaque trahison, chaque choix qui t'a blessé. Tu méritais tellement mieux. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Il avait raison. J'avais mérité mieux. Et maintenant, je construisais une vie où je n'accepterais rien de moins. La femme qui apportait des courses à sa sœur malade alors que cette sœur la trahissait n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un qui connaissait sa valeur, protégeait ses limites, et refusait d'accepter un amour qui venait avec des mensonges attachés. Antoine et Clémence m'avaient appris que certaines personnes sacrifieraient n'importe quelle relation pour leur propre bonheur immédiat. Mais ils m'avaient aussi appris que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, plus résiliente que je ne l'avais su. Et capable de reconstruire ma vie sur une base de vérité et de respect de soi. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était une vie construite sur l'honnêteté. Et après tout ce que j'avais traversé, l'honnêteté semblait être la fondation la plus précieuse que je puisse demander.